Il existe dans le cosmos des forces capables non seulement de sculpter la matière, mais aussi de tordre les lois fondamentales de la réalité que nous pensions immuables. Parmi elles, le magnétisme, dans ses manifestations les plus extrêmes, cesse d'être une simple force pour devenir une architecture fondamentale de l'espace-temps lui-même. Nous n'allons pas explorer le magnétisme familier, celui qui guide une boussole ou protège une planète, mais une version cosmique, portée à une échelle si démesurée qu'elle en devient une force de transformation. Là-bas, dans les vestiges d'étoiles cataclysmiques, le magnétisme devient capable de déformer les atomes, de polariser le vide et de faire du tissu de l'espace une entité tangible et malléable. Ce voyage nous conduit vers des astres dont le nom seul, magnétar, évoque une énergie presque mythologique, une force qui nous force à réévaluer les limites du possible. Notre parcours suivra le fil invisible des forces cosmiques, en commençant par l'origine de toute chose, la naissance et la mort des étoiles. Nous débuterons par les fondations, en explorant comment les étoiles massives, véritables forges de l'univers, vivent et meurent pour donner naissance à des cadavres stellaires d'une densité inimaginable. À partir de là, nous définirons ce qui rend un de ces vestiges si particulier, comment une étoile à neutrons peut transcender sa nature pour devenir un magnétar. Le cœur de notre exploration sera la genèse de son pouvoir, l'effondrement gravitationnel, la rotation frénétique et les mécanismes subtils de la dynamo cosmique qui forgent un champ magnétique défiant toute mesure. Puis, nous disséquerons son anatomie, de son noyau aux propriétés inconnues, jusqu'à sa magnétosphère torturée, un lieu où les lois de la physique sont poussées dans leur dernier retranchement. Nous verrons comment l'électrodynamique quantique, une théorie habituellement confinée au monde subatomique, se manifeste à une échelle astronomique, transformant le vide en un cristal étrange. Notre voyage nous portera ensuite vers l'observation de son comportement, de ses colères imprévisibles, ses séismes stellaires et ses éruptions géantes qui libèrent en une fraction de seconde l'énergie de centaines de milliers de soleils. Nous apprendrons comment ces événements ont permis de résoudre l'énigme des sursauts radio rapides, ces mystérieux signaux venus des confins de l'univers. Enfin, nous conclurons en examinant comment nous, observateurs lointains, parvenons à traquer et à étudier ces monstres cosmiques et ce qu'ils nous apprennent sur les lois fondamentales, les échelles et les limites de notre propre univers. Toute grande histoire cosmique commence par la gravité, cette force patiente qui sculpte la matière à travers les âges. Dans les vastes nuages de gaz et de poussière qui dérivent entre les étoiles, des régions plus denses commencent à s'effondrer sur elles-mêmes. La matière s'accumule, la pression et la température grimpent en leur centre, jusqu'à ce qu'un seuil critique soit atteint. L'allumage des réactions de fusion nucléaire. Une étoile est née. Mais toutes les étoiles ne partagent pas le même destin. Notre exploration commence avec les plus spectaculaires, les géantes bleues. Ces étoiles, 10 à 25 fois plus massives que notre Soleil, vivent une existence brève et flamboyante. Leur masse colossale engendre une gravité si forte que leur cœur est un réacteur nucléaire fonctionnant à un rythme effréné, consommant leur hydrogène en quelques millions d'années seulement. Une fois ce carburant initial épuisé, la gravité, un instant repoussée, reprend ses droits. Le cœur se contracte et s'échauffe, jusqu'à atteindre la température nécessaire pour fusionner l'hélium. Ce cycle se répète, créant une structure en pelure d'oignon où des couches successives
fusionnent des éléments de plus en plus lourds, le carbone, le néon, l'oxygène, le silicium. Chaque nouvelle étape de fusion repousse l'inévitable effondrement. Mais cette lutte a une fin, un cul-de-sac énergétique, le fer. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, elle en consomme. Le moteur central de l'étoile s'éteint. Il n'y a plus rien pour s'opposer à la force écrasante de la gravité. En une fraction de seconde, le cœur de fer, d'une masse supérieure à celle du Soleil, mais de la taille de la Terre, s'effondre sur lui-même à une vitesse atteignant un quart de celle de la lumière. Cet effondrement cataclysmique n'est stoppé que par une loi fondamentale de la physique quantique. La matière devient si dense que les électrons et les protons sont forcés de fusionner, donnant naissance à des neutrons. Le cœur devient une sphère quasi pure de matière neutronique, une substance si rigide qu'elle résiste à toute compression supplémentaire. Les couches externes de l'étoile, qui continuaient leur chute, rebondissent violemment sur ce noyau devenu incompressible. Une onde de choc d'une puissance inouïe se propage alors vers l'extérieur, soufflant l'étoile tout entière. C'est une supernova. Pendant quelques semaines, l'étoile brille plus intensément que sa galaxie entière, semant dans l'espace les éléments lourds qu'elle a forgés. Et au centre de ce spectacle de mort et de création, un vestige demeure, un objet à la fois minuscule et démesurément massif, une étoile à neutrons. Imaginez une masse pouvant atteindre 2 fois celle du Soleil, comprimée dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre. Une seule cuillère à café de sa matière pèserait autant que le mont Everest, des milliards de tonnes. Cet objet est déjà un extrême de la nature, mais pour la plupart d'entre eux, l'histoire s'arrête là. Seule une infime fraction subira une transformation plus profonde pour donner naissance à un monstre d'un tout autre ordre. Une étoile à neutrons est un objet défini par sa densité. Un magnétar est une étoile à neutrons définie par son champ magnétique. C'est un sous-ensemble rare et exotique de ces cadavres stellaires dont la caractéristique principale est un champ magnétique d'une intensité défiant l'entendement. Le champ magnétique terrestre, qui nous semble si fondamental, mesure environ un demi-Gauss. Un aimant de réfrigérateur, une centaine de Gauss. Les aimants les plus puissants jamais construits en laboratoire atteignent, pour de très courts instants, quelques dizaines de Tesla, soit quelques centaines de milliers de Gauss. Une étoile à neutrons ordinaire, un pulsar, possède un champ magnétique déjà colossal, de l'ordre de 1000 milliards de Gauss. Le champ d'un magnétar est encore 1000 fois plus puissant, atteignant jusqu'à 1 million de milliards de Gauss, soit 10 puissance 15 Gauss. C'est une valeur si éloignée de notre expérience qu'elle perd son sens abstrait. Elle représente une concentration d'énergie magnétique qui commence à dominer toutes les autres forces de la nature. À cette intensité, le champ magnétique n'est plus une simple influence. Il devient une composante active de la structure de l'espace et de la matière. Cette puissance phénoménale n'est pas éternelle. Les magnétars sont des objets jeunes dont l'activité intense est alimentée par l'énergie de leur propre champ magnétique. Ils se distinguent également des pulsars par leur rotation. Alors que de nombreux pulsars tournent sur eux-mêmes des centaines de fois par seconde, les magnétars sont significativement plus lents, avec des périodes de rotation de quelques secondes. Cette rotation, bien que lente pour une étoile à neutrons, est un indice crucial. Elle nous apprend que leur champ magnétique agit comme un frein extraordinairement puissant, dissipant leur énergie de rotation en un temps cosmiquement très court. Un magnétar est donc un objet doublement extrême,
une densité inimaginable héritée de son statut d'étoile à neutrons et un champ magnétique si puissant qu'il façonne son existence et son environnement. Comprendre comment l'univers peut forger un tel objet nous oblige à retourner à l'instant précis de sa naissance, dans le chaos de l'explosion d'une supernova. Le destin d'une étoile à neutrons est scellé dans les dernières secondes de la vie de son étoile parente. Pour qu'un magnétar voie le jour, une série de conditions très précises doivent être réunies. Tout commence avec la rotation de l'étoile massive originelle. Comme la plupart des objets célestes, elle tourne sur elle-même, possédant ce que les physiciens appellent un moment cinétique. Lors de l'effondrement de son cœur, ce moment cinétique doit être conservé. C'est le même principe qui fait qu'une patineuse se met à tourner plus vite en ramenant ses bras près de son corps. Pour l'étoile, le changement d'échelle est infiniment plus grand. Un noyau de la taille de la Terre se contracte en une sphère de 20 km de diamètre. Cette réduction drastique de sa taille entraîne une accélération vertigineuse de sa vitesse de rotation. L'étoile à neutrons naissante peut ainsi effectuer plusieurs centaines de tours par seconde. Le second ingrédient est le champ magnétique de l'étoile parente. Toutes les étoiles possèdent un champ magnétique, généré par les mouvements de plasma en leur sein. Ce plasma, étant un excellent conducteur électrique, piège les lignes de champ magnétique. On dit que le champ est gelé dans la matière. Lors de l'effondrement, cette matière entraîne avec elle les lignes de champ, les forçant à se resserrer dans un volume des millions de fois plus petit. Cette simple compression mécanique amplifie déjà le champ magnétique de manière spectaculaire, d'un facteur de plusieurs centaines de millions. Un champ initial de quelques centaines de Gauss peut ainsi atteindre les 1000 milliards de Gauss d'une étoile à neutrons ordinaire. Mais pour devenir un magnétar, il faut encore franchir un seuil, atteindre une puissance 1000 fois supérieure. La simple compression du champ gelé ne suffit pas. Un mécanisme d'amplification supplémentaire doit entrer en jeu, un processus capable de convertir l'énergie colossale de l'effondrement en énergie magnétique pure. Ce mécanisme, c'est l'effet dynamo. Il ne se produit que si les conditions au sein de la proto-étoile à neutrons, dans les premières secondes de son existence, sont parfaites. Dans les instants qui suivent sa formation, l'étoile à neutrons n'est pas encore un objet solide et stable. C'est une boule de fluide de neutrons extraordinairement chaude et turbulente. La température y atteint des centaines de milliards de degrés et la matière est agitée par de violents mouvements de convection, un peu comme de l'eau en ébullition, mais à une échelle de densité et d'énergie inimaginable. C'est dans ce chaudron cosmique que les trois ingrédients de l'effet dynamo se trouvent réunis. Un fluide conducteur, des mouvements de convection rapides et une rotation extrêmement rapide. L'effet dynamo est un processus par lequel l'énergie cinétique, celle du mouvement et de la rotation, est convertie en énergie magnétique. Les mouvements de convection étirent et tordent les lignes de champ magnétique initiales, créant des boucles et des courants électriques. Ces courants, à leur tour, génèrent leur propre champ magnétique, qui vient renforcer le champ existant. C'est une boucle de rétroaction positive. Plus le champ est fort, plus les courants induits sont intenses, et plus le champ résultant devient puissant. En quelques secondes seulement, l'intensité du champ magnétique connaît une croissance exponentielle, puisée directement dans l'énergie de rotation et de convection de la jeune étoile à neutrons. Ce processus est si efficace qu'il peut amplifier le champ magnétique d'un facteur 1000 ou plus, le portant au niveau caractéristique des magnétars. La naissance d'un magnétar est donc un événement bref et violent, qui se joue dans les 10 premières secondes
de l'existence de l'étoile à neutrons. Une fois que l'étoile se refroidit et que la convection s'apaise, l'effet dynamo s'arrête. Le champ magnétique atteint sa valeur maximale et reste figé dans la structure de l'astre. Avec le temps, la surface de l'étoile à neutrons se solidifie en une croûte cristalline, tandis que son intérieur, sous une pression colossale, pourrait adopter des états de la matière encore plus exotiques. Les protons restants pourraient former un état supraconducteur, capable de maintenir les courants électriques générés par la dynamo pendant des millions d'années sans aucune perte. Le cœur lui-même pourrait être un superfluide de neutrons, s'écoulant sans aucune viscosité, tandis que la croûte interne pourrait être une phase dite suprasolide, à la fois rigide comme un solide et capable de s'écouler comme un fluide. Ces états de la matière, prédits par la théorie mais impossibles à reproduire, font de l'intérieur d'un magnétar un laboratoire de physique fondamentale. Pour comprendre l'activité d'un magnétar, il faut sonder sa structure interne, une architecture de l'extrême façonnée par la gravité et le magnétisme. Au centre se trouve le noyau, une région dont la nature exacte reste l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique. La densité y est si élevée que les neutrons eux-mêmes pourraient être brisés en leurs constituants fondamentaux, les quarks. Ce cœur pourrait être une soupe de quarks libres ou contenir des particules exotiques comme des hypérons. Son état conditionne la masse et la taille maximale que peut atteindre une étoile à neutrons avant de s'effondrer en trou noir. Autour de ce noyau inconnu se trouve une vaste mer de neutrons à l'état superfluide. Il s'écoule sans friction, tourbillonnant indépendamment du reste de l'étoile. Plus près de la surface, la pression diminue légèrement, permettant aux neutrons de coexister avec des noyaux atomiques extrêmement riches en neutrons, baignant dans un gaz d'électrons. Cette couche, la croûte interne, est un lieu étrange où la matière s'organise en des formes que les physiciens surnomment les pâtes nucléaires. Selon la densité, les noyaux peuvent fusionner pour former des structures ressemblant à des spaghettis, des lasagnes ou des gnocchis, avant de se dissoudre complètement dans la mer de neutrons plus profonde. Enfin, la couche la plus externe est la croûte solide, une écorce cristalline d'environ 1 km d'épaisseur, composée principalement de noyaux de fer. Cette croûte, bien que des milliards de fois plus rigide que l'acier, est soumise à des contraintes phénoménales par le champ magnétique qui la traverse. Au-dessus de la surface s'étend la magnétosphère, le domaine du champ magnétique externe. Contrairement au champ dipolaire bien ordonné d'un pulsar classique, celui d'un magnétar est extraordinairement complexe et torsadé. Les lignes de champ sont enroulées sur elles-mêmes comme des élastiques tendus à l'extrême, stockant une quantité colossale d'énergie. C'est dans cette magnétosphère et dans l'interaction entre le champ et la croûte que se déroulent les phénomènes les plus violents et les plus visibles associés au magnétar. L'anatomie d'un magnétar est donc une succession de couches où la matière existe dans des états qui repoussent les limites de notre compréhension. Un équilibre précaire entre la gravité qui comprime et le champ magnétique qui tord. Le champ magnétique d'un magnétar est si intense qu'il atteint et dépasse une valeur critique, celle où la physique classique cède la place à l'électrodynamique quantique. À ce niveau, le champ est capable d'interagir non seulement avec la matière, mais avec le vide lui-même. Selon l'électrodynamique quantique, le vide n'est pas vide. Il est constamment traversé par des fluctuations quantiques, des paires de particules et d'antiparticules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en des temps extrêmement courts. Normalement,
ces particules virtuelles n'ont aucun effet observable. Mais dans le champ d'un magnétar, elles sont affectées. Le champ magnétique est si puissant qu'il peut aligner ces paires virtuelles d'électrons et de positrons. Le vide devient polarisé, se comportant comme un milieu matériel. Une des conséquences les plus étranges de ce phénomène est la biréfringence du vide. Normalement, la lumière se propage dans le vide à une vitesse constante, quelle que soit sa polarisation. Mais dans un vide polarisé par un champ magnétique extrême, cela change. La lumière, dont la polarisation est parallèle au champ magnétique, se propage à une vitesse légèrement différente de celle dont la polarisation est perpendiculaire. Le vide se comporte comme un cristal, déviant et séparant la lumière en deux faisceaux polarisés distincts. Cet effet, prédit depuis des décennies, a été observé pour la première fois en étudiant la lumière provenant de magnétars. Le champ magnétique extrême affecte aussi directement les photons. 2 photons gamma de haute énergie peuvent interagir dans le champ et se matérialiser en une paire d'électrons et de positrons. Inversement, le champ peut modifier la manière dont la matière interagit avec la lumière. Les électrons, contraints de ne se déplacer que le long des lignes de champ, ne peuvent plus diffuser la lumière de la même manière. Le plasma autour du magnétar devient transparent à la lumière polarisée dans une certaine direction, ce qui affecte fortement le rayonnement que nous observons. Ces effets de l'électrodynamique quantique, qui ne sont normalement mesurables qu'à l'échelle subatomique, se manifestent ici à une échelle astronomique. Un magnétar n'est pas seulement un objet astrophysique, c'est un laboratoire où les lois les plus fondamentales de l'électrodynamique quantique sont testées dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. La rotation d'une étoile à neutrons est une horloge cosmique d'une précision remarquable, mais l'immense champ magnétique d'un magnétar perturbe cette régularité de manière spectaculaire. Comme un phare, l'étoile en rotation émet un rayonnement qui emporte de l'énergie et du moment cinétique, la forçant à ralentir progressivement. Pour un pulsar ordinaire, ce ralentissement est très lent et prévisible. Pour un magnétar, il est des milliers de fois plus rapide, une preuve directe de la puissance du freinage exercé par son champ magnétique. En mesurant la vitesse de rotation et son ralentissement, les astronomes peuvent estimer l'âge de l'objet et l'intensité de son champ magnétique de surface. C'est ainsi que la plupart des magnétars sont confirmés. Mais cette rotation n'est pas toujours régulière. Elle est parfois interrompue par des événements soudains et imprévisibles, appelés glitch. Un glitch est une accélération brutale et infime de la vitesse de rotation. L'étoile se met soudainement à tourner un peu plus vite. On pense que ce phénomène est causé par des réarrangements internes. La croûte solide ralentit à cause du freinage magnétique, mais le noyau superfluide à l'intérieur, qui ne subit pas de friction, continue de tourner plus vite. Une tension s'accumule à la frontière entre les deux, jusqu'à ce qu'elle se libère soudainement, transférant une partie du moment cinétique du noyau à la croûte, qui se met alors à tourner plus vite. Les magnétars, cependant, sont les seuls objets connus à présenter également le phénomène inverse, les anti-glitch. Un anti-glitch est un ralentissement soudain et brutal de la rotation, bien plus rapide que le ralentissement normal. Ce phénomène est extrêmement rare et sa cause est encore débattue. Une des théories suggère que ces événements sont déclenchés par des ruptures de la croûte, semblables à des éruptions volcaniques, qui éjectent un vent de particules. Ce vent, en interagissant avec la magnétosphère, peut exercer un couple de freinage très puissant sur l'étoile, la forçant à ralentir brusquement. Des observations récentes
ont montré que ces anti-glitch peuvent être suivis de l'émission d'ondes radio, suggérant un lien entre les événements à la surface de l'étoile et l'activité de sa magnétosphère. Le 5 octobre 2020, le magnétar SGR 1935+2154 a connu un tel ralentissement qui a été suivi quelques jours plus tard par une émission d'ondes radio. Les glitch et anti-glitch sont de précieuses sondes de la structure interne des étoiles à neutrons, nous offrant des indices sur les états exotiques de la matière qui s'y trouve, comme la superfluidité du noyau et la rigidité de la croûte. Le champ magnétique d'un magnétar est dans un état de tension permanent. Ces lignes de champ, ancrées dans la croûte solide, sont constamment tordues et déformées par les mouvements du fluide supraconducteur à l'intérieur. Cette tension accumule une énergie colossale dans la croûte. Parfois, cette contrainte dépasse la résistance du matériau cristallin. La croûte se fracture. C'est un tremblement d'étoiles, un séisme stellaire d'une magnitude inimaginable. Un simple réajustement de la croûte, de quelques centimètres à peine, peut libérer une énergie équivalente à des milliards d'éruptions solaires. Cette fracturation de la croûte envoie des ondes sismiques à travers l'étoile et secoue violemment la magnétosphère externe. Ce tremblement peut libérer une partie de l'énergie magnétique stockée sous forme d'une bouffée intense de rayons X et gamma. Un autre mécanisme, encore plus fréquent, se produit directement dans la magnétosphère. Les lignes de champ, torsadées à l'extrême, peuvent soudainement se briser et se reconnecter dans une configuration plus simple et moins énergétique. Ce processus de reconnexion magnétique est le même qui est à l'origine des éruptions solaires, mais l'énergie libérée est des milliards de fois plus grande. La reconnexion magnétique convertit instantanément l'énergie du champ magnétique en chaleur et en accélération de particules, créant une boule de feu de plasma composée d'électrons et de positrons. Cette boule de feu, piégée par le champ magnétique, s'étend et se refroidit en émettant un flash intense de rayons gamma et de rayons X. Ce sont ces bouffées d'énergie, ces colères cosmiques, qui trahissent la présence d'un magnétar. Elles sont la signature de la libération explosive de l'énergie stockée dans son champ magnétique. Ces événements, qu'ils soient déclenchés par des fractures de la croûte ou des reconnexions dans la magnétosphère, sont la manifestation la plus visible de l'activité incessante d'un magnétar. C'est grâce à leur colère que les magnétars ont été découverts. Dans les années 70, des satellites ont commencé à détecter des sources de sursauts gamma brefs et répétitifs, venant de points fixes du ciel. On les a appelés les sursauteurs gamma mou, car leurs photons étaient en moyenne moins énergétiques que ceux des sursauts gamma classiques. Leur nature est restée un mystère pendant des années, jusqu'à ce que le modèle du magnétar soit proposé pour les expliquer. La plupart de ces sursauts sont, à l'échelle cosmique, relativement modestes, résultant de petits réajustements du champ magnétique. Mais de temps en temps, un magnétar connaît une éruption d'une toute autre ampleur. Le 27 décembre 2004, l'humanité a eu un aperçu direct de la puissance d'un tel événement. Un magnétar nommé SGR 1806-20, situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre, a produit une éruption géante. En à peine un dixième de seconde, il a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en produira en 150 000 ans. Ce flash aveuglant de rayons gamma a traversé la moitié de la galaxie à la vitesse de la lumière. Bien qu'atténué par la distance, il a frappé la haute atmosphère de la Terre avec une force suffisante pour ioniser l'ionosphère et perturber les communications radio sur toute la planète. Les détecteurs de plusieurs satellites en orbite ont été complètement saturés
aveuglés par le flux de rayonnement. Nous avons ressenti, à une distance de 500 quadrillions de kilomètres, les effets d'un réarrangement magnétique sur un objet de 20 km de diamètre. Si une telle éruption s'était produite à une distance de seulement quelques dizaines d'années-lumière, elle aurait pu causer des dommages irréversibles à la biosphère terrestre. Cet événement a confirmé de manière spectaculaire que les magnétars sont capables de libérer des quantités d'énergie qui rivalisent avec les phénomènes les plus violents de l'univers. L'éruption de SGR 1806-20 reste à ce jour l'événement d'origine extragalactique le plus énergétique jamais détecté depuis la Terre. L'activité d'un magnétar se manifeste à travers tout le spectre électromagnétique, bien que de manière très différente de celle des autres étoiles à neutrons. Leur émission principale et persistante se situe dans le domaine des rayons X. Cette émission provient de la surface chaude de l'étoile, chauffée non pas par l'énergie de rotation, mais par la dissipation du champ magnétique dans la croûte. Cette émission X est pulsée, avec une période correspondant à la rotation de l'étoile, ce qui permet de mesurer son ralentissement. À cette émission thermique s'ajoute une composante de rayons X durs, générée par des processus dans la magnétosphère, où des particules sont accélérées le long des lignes de champ magnétique. Les sursauts les plus fréquents, ceux qui ont donné leur nom au SGR, sont des éclairs de rayons X mous et de rayons gamma qui durent de quelques millisecondes à quelques secondes. Des centaines de ces sursauts peuvent être émis lors d'une période d'activité, témoignant de la nature chaotique et continue des réajustements magnétiques. Les éruptions géantes, comme celle de 2004, sont beaucoup plus rares. Elles commencent par un pic de rayons gamma très dur et très bref, suivi d'une queue de rayonnement pulsé qui s'estompe sur plusieurs minutes. Pendant longtemps, on a pensé que les magnétars étaient silencieux en ondes radio, contrairement aux pulsars. Seuls quelques-uns ont été détectés, et leur émission radio est souvent transitoire. Un magnétar peut s'allumer en radio pendant quelques semaines ou quelques mois, souvent après une période d'activité en rayon X, avant de s'éteindre à nouveau. Cette connexion suggère que les conditions nécessaires à l'émission radio ne sont présentes que lorsque la magnétosphère est perturbée par des événements éruptifs. L'état d'un magnétar est donc fondamentalement transitoire. Il alterne entre des périodes de calme relatif, où seule son émission X persistante est visible, et des périodes d'activité frénétique. Chaque partie du spectre électromagnétique nous donne des informations différentes. Les rayons X nous renseignent sur la surface et la rotation. Les rayons gamma sur les événements catastrophiques et la radio sur l'état de la magnétosphère. Le champ magnétique d'un objet céleste n'est jamais parfaitement simple. Il est souvent décrit comme une combinaison de différentes composantes. La composante la plus simple est le dipôle, similaire au champ d'un aimant droit, avec un pôle nord et un pôle sud. C'est cette composante qui domine à grande distance et qui est responsable du freinage de la rotation. Cependant, de près, le champ magnétique d'un magnétar est bien plus complexe. Il possède des composantes multipolaires très intenses, des quadrupôles, des octupôles, créant une structure de champ enchevêtrée et noueuse près de la surface. On pense que le champ interne du magnétar est principalement toroïdal, c'est-à-dire enroulé comme un beignet à l'intérieur de l'étoile, tandis que le champ externe est poloïdal, s'étendant de pôle à pôle. C'est la tension entre ces deux composantes, interne et externe, qui tord les lignes de champ et alimente l'activité du magnétar. Les lignes de champ, ancrées dans la croûte, émergent à la surface pour former d'immenses boucles et arches magnétiques
semblable aux protubérances solaires, mais contenant une énergie des milliards de fois supérieure. C'est le long de ces boucles que le plasma est piégé et accéléré. Lorsque deux de ces boucles de polarité opposées entrent en contact, elles peuvent fusionner et se simplifier à travers le processus de reconnexion magnétique. Cette reconnexion est l'un des mécanismes clés de libération d'énergie. Elle se produit dans des régions très localisées, mais peut déclencher une cascade d'événements qui affectent toute la magnétosphère. L'architecture complexe du champ, avec ses multiples pôles et ses boucles torsadées, est essentielle pour comprendre la fréquence et la localisation des sursauts. Les petits sursauts récurrents pourraient provenir de reconnexions locales dans de petites boucles magnétiques près de la surface. Les éruptions géantes, en revanche, impliqueraient un réarrangement global de la magnétosphère, une reconfiguration catastrophique qui libère une fraction significative de l'énergie magnétique totale stockée. L'étude de la forme du champ magnétique est donc cruciale pour déchiffrer le langage des colères d'un magnétar. À ce jour, seule une trentaine de magnétars ont été confirmés dans notre galaxie, la Voie lactée, ainsi que quelques candidats dans les galaxies voisines. Ce faible nombre suggère qu'ils sont soit extrêmement rares, soit que leur phase de vie active est très courte, ou probablement les deux. Les magnétars que nous observons sont jeunes. Leur âge, estimé à partir de leur ralentissement, est généralement de l'ordre de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'années. Cette jeunesse est cohérente avec le fait que beaucoup d'entre eux sont trouvés à proximité ou à l'intérieur de jeunes restes de supernovas, les nuages de gaz en expansion laissés par l'explosion qui leur a donné naissance. Leur distribution dans la galaxie n'est pas uniforme. On les trouve principalement dans le plan galactique, là où se forment les étoiles massives. Plusieurs magnétars sont associés à des amas d'étoiles jeunes et massives, comme l'amas Westerlund 1, ce qui renforce l'idée que leurs étoiles parentes étaient des astres très massifs. L'environnement d'un magnétar peut être fortement influencé par son activité. Les éruptions répétées peuvent sculpter et ioniser le gaz environnant, créant des nébuleuses particulières. Cependant, la plupart des magnétars semblent être des objets isolés. La recherche d'éventuels compagnons stellaires autour des magnétars s'est jusqu'à présent révélée infructueuse, à une exception près qui reste débattue. Cela suggère que le processus de formation d'un magnétar ou l'explosion de supernova qui le précède a tendance à éjecter tout compagnon éventuel. Le nombre total de magnétars dans notre galaxie est estimé à plusieurs dizaines de milliers, mais la grande majorité d'entre eux seraient inactifs. Leur champ magnétique se serait affaibli avec le temps, et leur colère se serait espacée jusqu'à cesser complètement. Ils seraient devenus des étoiles à neutrons ordinaires, silencieuses et difficiles à détecter. La population de magnétars que nous voyons n'est donc que la pointe émergée de l'iceberg. Une population éphémère d'objets jeunes traversant une phase de fureur magnétique. Chaque magnétar observé est un cas d'étude qui nous a permis de reconstituer une partie du puzzle. Le magnétar SGR 1806-20 est peut-être le plus célèbre, en raison de son éruption géante historique de 2004. Son observation a fourni la preuve la plus spectaculaire de l'énorme réservoir d'énergie des magnétars et de leur impact potentiel à l'échelle galactique. Situé à 50 000 années-lumière, il nous a rappelé que des événements lointains peuvent avoir des effets mesurables sur notre propre planète. SGR 1935 plus 2154 est une autre source clé, surtout ces dernières années. C'est le magnétar le plus actif de notre galaxie au cours de la dernière décennie.
il est devenu une véritable star en avril 2020, lorsqu'il a émis un sursaut radio extraordinairement brillant, établissant pour la première fois un lien direct avec les sursauts radio rapides. Des observations ultérieures de cet objet ont révélé une corrélation fascinante entre son activité de sursaut, des glitches et des anti-glitches, offrant un laboratoire unique pour étudier la connexion entre l'intérieur de l'étoile et sa magnétosphère. Le magnétar 4U0142+61 est l'un des magnétars les plus proches de nous. Il a été l'une des premières cibles du télescope en polarimétrie X. Les mesures de la polarisation de sa lumière ont révélé des informations surprenantes sur l'état de sa surface, suggérant qu'elle pourrait ne pas être une simple atmosphère gazeuse, mais peut-être une surface condensée, presque solide, en raison du champ magnétique extrême. Enfin, l'étude d'étoiles qui ne sont pas encore des magnétars est tout aussi instructive. L'étoile HD 4566 a récemment été identifiée comme un possible ancêtre de magnétar. C'est une étoile massive et très magnétique qui, selon les modèles, devrait s'effondrer pour former un magnétar. Cette découverte soutient l'idée que certains champs magnétiques de magnétar pourraient être fossiles, hérités directement d'une étoile parente déjà exceptionnellement magnétique. Chacune de ces sources, par ses particularités, a ajouté une pièce cruciale à notre compréhension, confirmant des théories, en infirmant d'autres et ouvrant de nouvelles questions. L'une des plus grandes énigmes de l'astronomie moderne était, jusqu'à récemment, l'origine des sursauts radio rapides. Ces signaux sont des éclairs d'ondes radio extrêmement brefs, ne durant que quelques millisecondes, mais incroyablement puissants. Détectés pour la première fois en 2007, ils semblaient tous provenir de galaxies très lointaines, libérant en une milliseconde autant d'énergie que le Soleil en une journée. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer leur origine, allant de la collision d'objets compacts à des signaux extraterrestres. Mais une hypothèse se démarquait, celle des magnétars. La preuve décisive est arrivée le 28 avril 2020. Plusieurs radiotélescopes, dont SHIME au Canada et STER-2 aux États-Unis, ont détecté un sursaut radio rapide d'une puissance phénoménale. Pour la première fois, le signal ne venait pas d'une galaxie lointaine, mais de l'intérieur de notre propre Voie lactée. La source a été immédiatement identifiée. Il s'agissait du magnétar bien connu SGR 1935+2154, qui était alors dans une phase d'intense activité en rayon X. C'était la pièce manquante, le chaînon manquant qui liait sans ambiguïté au moins une partie des sursauts radio rapides au magnétar. Le sursaut radio était accompagné d'un sursaut de rayon X, confirmant que le même événement énergétique était à l'origine des deux émissions. Ce sursaut radio rapide galactique, bien que moins puissant que ses cousins extragalactiques, a prouvé que les magnétars sont capables de produire de telles bouffées d'ondes radio. Le mécanisme exact reste débattu. Une théorie populaire suggère que les éruptions du magnétar créent une onde de choc qui, en se propageant dans la magnétosphère, interagit avec le plasma et génère l'émission radio cohérente. Des observations plus récentes du même magnétar, en 2022, ont montré un sursaut radio rapide se produisant exactement entre deux glitches, suggérant que des instabilités dans la rotation et la structure de l'étoile jouent un rôle clé dans le déclenchement de ces sursauts. La découverte de la connexion entre les magnétars et les sursauts radio rapides est une avancée majeure, transformant une énigme cosmologique en un problème de physique astrophysique que nous pouvons désormais étudier en détail. La puissance d'un magnétar ne se manifeste pas seulement durant sa vie,
mais aussi au moment même de sa naissance. On pense aujourd'hui qu'un magnétar naissant pourrait être le moteur central derrière certains des événements explosifs les plus lumineux de l'univers. Lorsque l'étoile à neutrons se forme et que l'effet dynamo s'active, l'extraction d'énergie de rotation est si rapide et si violente qu'elle peut injecter une quantité d'énergie colossale dans l'explosion de supernovas environnantes. Cette énergie supplémentaire peut surchauffer le gaz en expansion, rendant la supernova beaucoup plus brillante qu'elle ne le serait normalement. Ce mécanisme est l'une des principales explications pour les supernovas superlumineuses, une classe rare d'explosions stellaires qui sont 10 à 100 fois plus lumineuses que les supernovas classiques. L'énergie injectée par le magnétar central ralentit le déclin de la luminosité de l'explosion et lui donne une signature observationnelle très particulière que les astronomes peuvent reconnaître. Dans les cas les plus extrêmes, si l'étoile parente est très massive et en rotation très rapide, la naissance du magnétar pourrait déclencher une hypernova. Une hypernova est une supernova si énergétique qu'elle peut produire un jet de matière relativiste, c'est-à-dire se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Si ce jet est pointé dans notre direction, nous l'observons comme un sursaut gamma long, l'un des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Le magnétar naissant agirait alors comme un moteur central. Son champ magnétique colossal et sa rotation rapide formant un entonnoir qui canalise et accélère la matière en un jet ultra puissant. La naissance d'un magnétar ne serait donc pas un événement silencieux, caché au cœur d'une supernova, mais pourrait être la cause même de sa violence et de son éclat extraordinaire. Ces objets ne seraient pas seulement des vestiges fascinants, mais des acteurs clés dans les cataclysmes cosmiques les plus extrêmes. Les magnétars, par leurs conditions extrêmes, sont des laboratoires naturels pour la physique fondamentale, nous permettant de tester des théories dans des régimes inaccessibles sur Terre. L'un des plus grands défis de la physique nucléaire est de déterminer l'équation d'état de la matière dense. Cette équation décrit comment la pression de la matière se comporte en fonction de sa densité. Elle détermine la structure interne d'une étoile à neutrons, notamment sa taille maximale et sa masse maximale avant l'effondrement en trou noir. En mesurant précisément la masse et le rayon des magnétars, par exemple en étudiant les effets de la relativité générale sur la lumière émise depuis leur surface, les astronomes peuvent contraindre les modèles théoriques de l'équation d'état. Les glitchs et anti-glitchs nous donnent des indices sur les propriétés de la matière superfluide et supraconductrice dans le noyau et la croûte des états quantiques à l'échelle d'une étoile. Les magnétars sont aussi des bancs d'essai pour la théorie de la relativité générale d'Einstein dans des champs gravitationnels intenses. L'espace-temps autour d'un magnétar est fortement courbé et la lumière qui en émane est déviée et subit un décalage vers le rouge gravitationnel. Des mesures précises de ces effets peuvent tester les prédictions de la théorie. Mais c'est surtout pour l'électrodynamique quantique que les magnétars offrent un terrain de jeu unique. L'observation de la biréfringence du vide, où le vide lui-même se comporte comme un cristal sous l'effet du champ magnétique, est une confirmation directe d'une prédiction fondamentale de l'électrodynamique quantique. D'autres effets, comme la division d'un photon en deux, ou la production de paires particules-antiparticules à partir du vide, pourraient également être observés dans la magnétosphère de ces objets. Chaque photon qui nous parvient d'un magnétar a traversé un environnement où les forces fondamentales sont poussées à leurs limites et porte en lui la signature de cette physique extrême. Étudier les magnétars, c'est donc sonder les frontières de notre connaissance sur la matière
la gravité et la nature quantique de l'espace lui-même. La vie d'un magnétar, bien que spectaculaire, est cosmiquement brève. Son immense champ magnétique, source de sa puissance, est aussi la cause de sa fin. L'énergie du champ magnétique se dissipe progressivement à travers les éruptions et les sursauts et en chauffant la croûte. On estime que la phase active d'un magnétar ne dure qu'environ 10 000 à 100 000 ans. Pendant cette période, ces colères sont fréquentes et intenses. Avec le temps, à mesure que le champ magnétique interne se réorganise et que son intensité diminue, les tensions dans la croûte et la magnétosphère s'affaiblissent. Les tremblements d'étoiles et les reconnexions magnétiques deviennent de plus en plus rares et moins énergétiques. Le monstre s'assagit. Le ralentissement de sa rotation, bien que toujours rapide, diminue également à mesure que le freinage magnétique perd de son efficacité. Finalement, après quelques dizaines de milliers d'années, le champ magnétique du magnétar sera probablement descendu à un niveau comparable à celui d'un pulsar ordinaire. Ces éruptions cesseront complètement. Il pourrait alors entrer dans une phase de pulsar radio classique, son émission étant désormais alimentée principalement par son énergie de rotation résiduelle. Il continuera de ralentir, mais sur des échelles de temps de millions d'années, comme n'importe quelle autre étoile à neutrons. Après des milliards d'années, sa rotation deviendra si lente qu'il franchira la ligne de mort des pulsars, le seuil en dessous duquel le mécanisme d'émission radio ne peut plus fonctionner. Il deviendra alors un objet froid, sombre et silencieux, une relique invisible dérivant dans l'immensité de la galaxie, ne trahissant sa présence que par sa masse. Le destin d'un magnétar est de s'éteindre, de retourner au silence. Sa vie n'est qu'un feu d'artifice éphémère, une brève parenthèse de fureur dans la longue et paisible existence d'un cadavre stellaire. La traque des magnétars est un travail de détective cosmique qui mobilise des observatoires à travers le monde et dans l'espace, couvrant tout le spectre électromagnétique. La plupart des magnétars sont découverts grâce à leurs émissions de haute énergie. Des télescopes spatiaux à grands champs comme Swift et Fermi scrutent le ciel en permanence. Lorsqu'une éruption de rayons X ou gamma se produit, ils la détectent et envoient une alerte quasi instantanée aux astronomes du monde entier. Une fois un candidat identifié, des observatoires plus sensibles comme Chandra et XMM Newton prennent le relais. Leur mission est de faire du timing de haute précision. Ils mesurent la période de rotation de l'étoile et son ralentissement, les deux paramètres clés qui permettent de calculer l'intensité du champ magnétique et de confirmer s'il s'agit bien d'un magnétar. L'imagerie en rayons X permet également de rechercher l'association du magnétar avec un reste de supernova, ce qui aide à contraindre son âge et son origine. Une nouvelle fenêtre révolutionnaire s'est ouverte récemment avec la polarimétrie des rayons X. Le satellite XPE, lancé en 2021, a mesuré pour la première fois la polarisation de la lumière X provenant des magnétars. Ces données sont une sonde unique de la géométrie du champ magnétique et des conditions physiques à la surface de l'étoile, révélant des effets de l'électrodynamique quantique comme la biréfringence du vide. La recherche se fait aussi en ondes radio. Des radiotélescopes comme Parkes, le VLA et plus récemment CHIME surveillent les magnétars, connus pour détecter leurs émissions radio transitoires et leurs sursauts rapides. La coordination entre les télescopes radio et les télescopes à rayons X est cruciale, comme l'a montré la découverte du lien entre SGR 1935 plus 2154 et les sursauts radiorapides. Cette approche,
dites multilongueurs d'onde et multimessagers, où un même objet est observé simultanément par différents instruments, est la clé pour déchiffrer la physique complexe de ces objets. Malgré des progrès spectaculaires, de nombreuses zones d'ombre persistent dans notre compréhension des magnétars. L'origine exacte de leur champ magnétique est encore débattue. La théorie de la dynamo, déclenchée par la convection et la rotation rapide, reste la plus acceptée. Cependant, des hypothèses alternatives existent. L'une d'elles est la théorie du champ fossile, qui suggère que le champ du magnétar est simplement l'héritage amplifié d'une étoile parente déjà très magnétique. La découverte récente de l'étoile HD 45166, un possible ancêtre de magnétar très magnétique, donne du poids à cette idée, même si elle ne peut probablement pas expliquer tous les cas. Un autre paradoxe concerne les magnétars à faible champ. Ce sont des objets qui montrent toute l'activité éruptive d'un magnétar, mais dont le champ magnétique dipolaire, calculé à partir de leur ralentissement, semble trop faible. Cela suggère que le champ magnétique dipolaire externe n'est pas le seul maître du jeu. Un champ multipolaire complexe et intense, caché près de la surface, pourrait être responsable de l'activité, même si le champ à grande échelle est plus modeste. La nature exacte du mécanisme qui produit les sursauts radiorapides est également une question ouverte. Comment l'énergie d'une éruption est-elle convertie si efficacement en une bouffée d'ondes radio cohérente? Enfin, la physique de l'intérieur des magnétars reste largement théorique. Quelle est la véritable équation d'état de la matière? Quelles particules exotiques se cachent dans leur noyau? Ces questions ouvertes montrent que les magnétars sont encore à la frontière de notre connaissance. Chaque observation semble apporter autant de nouvelles questions que de réponses, stimulant la recherche théorique et observationnelle. L'exploration des magnétars ne fait que commencer. La prochaine décennie verra l'arrivée de nouvelles missions spatiales et de télescopes terrestres qui promettent de révolutionner notre vision de ces objets. Dans le domaine des rayons X, des projets de grands observatoires comme Athéna, menés par l'Agence spatiale européenne, offriront une sensibilité et une résolution spectrale sans précédent. Athéna pourra étudier en détail l'atmosphère et la surface des magnétars et peut-être même détecter les signatures spectrales laissées par la courbure de l'espace-temps près de leur surface. Des missions de polarimétrie X de nouvelle génération, succédant à IXPE, permettront de cartographier la structure magnétique de la magnétosphère avec une précision inégalée, testant les modèles de reconnexion et les effets de l'électrodynamique quantique. En radioastronomie, le Square Kilometre Array, un réseau de télescopes géants en construction en Afrique du Sud et en Australie, va multiplier par 10 notre capacité à détecter des sursauts radiorapides. Le Square Kilometre Array pourra non seulement détecter des milliers de sursauts radiorapides provenant de magnétars lointains, mais aussi surveiller en permanence les magnétars de notre galaxie pour y déceler la moindre étincelle radio. L'astronomie des ondes gravitationnelles pourrait aussi jouer un rôle. Les déformations de la croûte d'un magnétar ou les modes de vibration de l'étoile après un séisme stellaire pourraient émettre des ondes gravitationnelles. Leur détection, bien que très difficile, ouvrirait une fenêtre entièrement nouvelle sur la physique de leur intérieur. Enfin, les simulations numériques, profitant de la puissance croissante des supercalculateurs, deviendront de plus en plus réalistes. Elles permettront de modéliser en 3 dimensions la naissance d'un magnétar, l'effet dynamo et la dynamique complexe de sa magnétosphère, reliant enfin la théorie à l'observation. Les magnétars, au-delà de leur nature exotique, sont des révélateurs fondamentaux
sur l'univers et les lois qui le régissent. Il nous montre que les forces fondamentales, comme l'électromagnétisme, peuvent se manifester à des échelles de puissance qui dépassent radicalement notre expérience terrestre et notre intuition. Il nous rappelle que l'univers est un lieu d'extrême, où la matière et l'énergie peuvent exister dans des états que nous commençons à peine à imaginer. Le magnétar est une illustration parfaite de la connexion intime entre le très grand et le très petit. Pour comprendre un objet de 20 km de diamètre, nous devons faire appel aux lois de la physique nucléaire, de la mécanique quantique et de la relativité générale. Il est un pont entre l'infiniment dense et l'infiniment énergétique, un lieu où la gravité et l'électromagnétisme s'affrontent dans une danse cosmique. L'étude des magnétars nous apprend aussi sur notre propre place dans le cosmos. La découverte que des événements se produisant à des dizaines de milliers d'années-lumière peuvent affecter notre planète nous reconnecte à l'échelle galactique. Enfin, ils incarnent les limites de notre savoir actuel. Ils nous posent des questions qui nous forcent à repousser les frontières de la théorie, à imaginer de nouvelles expériences et à construire de nouveaux observatoires. Chaque mystère résolu sur les magnétars n'est pas seulement une victoire pour l'astrophysique, mais pour la physique fondamentale dans son ensemble, car c'est dans ces extrêmes que se cachent peut-être les clés d'une compréhension plus profonde et plus unifiée de l'univers. Notre voyage nous a mené des forges stellaires aux confins de la physique, à la rencontre des aimants les plus puissants de l'univers. Nous avons découvert que le magnétar n'est pas seulement un objet, mais un processus, un état transitoire et violent dans la vie d'un cadavre stellaire. Né dans le feu d'une supernova, forgé par une dynamo cosmique, il est un concentré d'énergie magnétique dont la puissance déforme la réalité même. Nous avons vu comment sa présence peut altérer le vide, comment ses colères peuvent traverser la galaxie et comment sa brève existence peut résoudre des énigmes cosmiques longtemps restées sans réponse. Le magnétar nous rappelle que l'univers n'est pas un lieu calme et immuable. C'est une scène où se jouent des drames d'une puissance inouïe, régie par des lois physiques poussées à leurs extrêmes. Dans des milliers d'années, les magnétars que nous observons aujourd'hui se seront tus. Leur fureur se sera apaisée, leur champ magnétique affaibli. Ils redeviendront des étoiles à neutrons silencieuses, rejoignant les milliards d'autres vestiges qui peuplent notre galaxie. Mais pendant leur brève et spectaculaire existence, ils nous offrent une fenêtre unique sur les forces les plus fondamentales de la nature. Chaque photon, chaque sursaut, chaque pulsation est un message venu d'un monde extrême qui nous invite à poursuivre l'exploration et à continuer de questionner notre place dans ce vaste cosmos. L'exploration de ces merveilles de la physique ne fait que commencer. Si vous souhaitez continuer ce voyage et ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les extrêmes du cosmos, n'hésitez pas à vous abonner. Le prochain chapitre de notre aventure pourrait nous mener encore plus loin, vers des questions encore plus profondes. Je pense aussi commencer à publier des vidéos plus courtes dans les prochaines semaines. D'ici là, merci à tous les abonnés et merci aussi pour vos commentaires encourageants.